Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je me présente, donc moi c'est Anouk Rivière-Jérôme de la société Réseau.tech. On est un cabinet de recrutement et une agence de freelancing. Donc on accompagne des freelances à s'installer freelance et on propose également des missions à des freelances. Aujourd'hui on traite un sujet qu'il n'y a pas à traiter quand vous travaillez avec nous, puisque nous garantissons les paiements et nous occupons de tout l'aspect contractuel. Et aujourd'hui on a la joie d'avoir Émilie Jouteux, qui est la fondatrice de Blue Risk Conseil, qui est une experte en gestion d'impayés, qui va se présenter, qui va répondre à vos questions. On va laisser juste 1 ou 2 minutes le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Le replay de ce webinaire sera en ligne sur notre chaîne YouTube, alors moyennant un petit peu de montage pour bien anonymiser les personnes qui ont posé des questions par exemple, etc. Sera d'ici 1 semaine et demie, 2 semaines. Vous avez d'ailleurs les replays des autres précédents webinaires qui sont déjà en ligne. Vous pouvez poser des questions. Alors, vous êtes tous silencieux, vous ne pouvez pas nous montrer, vous ne pouvez pas nous parler. Par contre, vous avez un chat, c'est marqué conversation sur Teams. Vous pouvez poser des questions et nous y répondrons au fur et à mesure. Il y a moi et Rémi qui sommes en back-office pour poser les questions à Émilie. Voilà, je vais passer la parole à Émilie pour qu'elle puisse se présenter, vous dire bonjour. Bonjour à tous déjà. Je suis contente d'être avec vous en tout cas ce midi. Donc, du coup, tu m'as déjà bien présenté en fait mon prénom. Merci. Donc, alors exactement, mon activité, c'est une agence de recouvrement. Au-delà de ça, j'interviens également sur d'autres problématiques, sur la gestion des impayés de manière beaucoup plus globale. Concrètement, mon activité, c'est surtout agence de recouvrement, qui est une activité qui est réglementée puisqu'on doit être déclaré au procureur de la République, ce qui est mon cas, donc auprès du tribunal judiciaire, moi, de Toulouse pour mon cas. L'activité, en tout cas, j'ai mon entreprise depuis 2 ans et demi. J'ai eu la chance de créer mon entreprise juste avant le premier confinement. Voilà, donc j'ai choisi mon moment pour parler un petit peu rapidement de Le réseau Syntex s'est créé début 2020, février 2020. Oui, un mois après, voilà. Très bonne période pour du Voilà, on ne prévoit pas toujours tout, comme quoi, voilà, faut toujours tout anticiper, mais voilà, pour le coup, bon, c'était un peu différent. Le Covid était quand même... C'était dur. C'était pas ça qu'on pouvait prévoir pour le coup. On vous a préparé 6 questions. On a pris des questions que nous posent souvent les freelances et du coup, on a préparé donc ces questions-là qui vont s'afficher au fur et à mesure. Et Émilie va y répondre. Bon, on va commencer. Première question. Vas-y Rémi, tranquillement, le temps que les gens arrivent. Alors oui, quels sont les chiffres actuels par rapport aux impayés? Alors, c'est pour faire surtout un état des lieux et rappeler un petit peu aussi parfois les montants quand même, et comme quoi il ne faut pas non plus prendre ça à la légère parfois sur certaines sommes, même quand c'est des petites sommes, ça reste quand même des impayés, parce qu'en fait, alors les chiffres pour certains changent et d'autres non. En tout cas, ça fait 2-3 années où en termes de montant de volume d'impayés en France tous les ans, c'est à peu près le même. C'est aujourd'hui 56 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est extrêmement important. Il ne faut vraiment pas le minimiser, que ce soit des créances professionnelles ou civiles. Là, pour le coup, c'est tout confondu. Et en fait, en termes aussi de flux entre entreprises, les entreprises, quand on travaille avec une autre boîte, quand c'est vraiment du B2B, le flux, on va dire, qui transite entre sociétés, on est à plus de 800 milliards d'euros. Par an, par an. Toujours par an. Ça, c'est les chiffres qui sont par an. Alors ça, c'est les chiffres qui sont de la FIGEC. Ça, c'est les chiffres qu'on retrouve et qui sont les derniers qui sont tombés sur 2022 par rapport aux éléments de 2021. Il faut aussi savoir que, alors ça évolue un petit peu en ce moment, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, c'était entre 8 à 9 sociétés sur 10 étaient quand même solvables et entre 7 à 8 particuliers étaient solvables. Donc au final, il y a plus de mauvaise foi ou une tendance à vouloir faire traîner que d'insolvabilité d'entreprise. Je mets quand même des guillemets puisque depuis le début de l'été, il y a quand même beaucoup plus de procédures collectives qui tombent, qui sont déclenchées. Donc, il faut quand même rester sur la prudence. C'est un peu la fin des PGE aussi, ouais. aidé par l'État. C'est pour ça, en fait, ce que je dis depuis l'été, il y a des petites choses qui tombent et c'est surtout qu'en fait, à aujourd'hui, 75% des procédures collectives, donc procédures collectives, c'est tout ce qui va être la sauvegarde, le redressement ou la liquidation. Sur l'ensemble des procédures qui sont déposées en ce moment, 75% représentent les liquidations directes. C'est-à-dire le choix de liquider. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont directement, on ne passe même pas par une étape de sauvegarde ou de redressement, c'est directement une liquidation. Et en ce cas-là, les créanciers ne sont pas payés. Il faut quand même faire une déclaration de créance, ça reste quand même important à faire, mais ceci dit, là, clairement, recouvrer sa facture sera
non, on va pas se mentir, ça va être très compliqué. Donc, tu nous dis qu'il y a une société sur 10 presque qui n'est pas solvable. Donc, déjà, il faut peut-être faire attention de tomber dessus. C'est le sujet de la deuxième question. Société, donc voilà, Mais que tu nous as parlé aussi de mauvaise foi. Donc, ça, c'est un sujet aussi intéressant. oui. C'est d'ailleurs le sujet de la deuxième question. La deuxième question, comment j'anticipe les impayés? Je suis freelance. Je vais travailler avec une société, je l'ai rencontrée via une plateforme ou via mon réseau. Cette société est jeune, moins jeune, start-up, grand groupe, PME. Voilà, mais je vais travailler avec eux. Comment je peux anticiper cette problématique d'impayé? Mettre déjà toutes les chances de mon côté. Alors déjà, voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place et puis déjà se dire qu'ok, on est freelance, mais ceci dit, ça n'empêche pas de mettre un petit peu, de cadrer un petit peu les choses. Freelance, ça ne veut pas dire, voilà, je fais ça sur un coin de table et c'est pas grave, c'est pas carré, rien du tout, bien au contraire. Il y a des entreprises qui font des choses extrêmement carrées, même en étant indépendant, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une question de taille d'entreprise, je pense que c'est aussi une taille, enfin, c'est aussi une volonté d'un dirigeant. On fait attention surtout donc avec qui on travaille, on va regarder, on va pas hésiter à aller regarder sur Google. Aujourd'hui, Google, clairement, c'est notre ami. On googleise tout, pour rien d'ailleurs. Et donc là, pour le coup, là, je pense que c'est vraiment très important d'aller regarder sur Papers, société.com, Infogreffe, vraiment essayer de retrouver le maximum d'informations qu'on peut avoir, connaître un peu depuis quand ils ont créé la société, qui est dedans, est-ce que c'est un gros groupe, est-ce que c'est une personne, c'est une SASU qui a 1000 euros ou 100 euros de chiffre de capital social. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses à regarder. Et puis, donc, pour anticiper les impayés dans l'esprit, on fait bien signer ces devis. Les devis, tout ce qui va être devis, contrat de prestat. Pas hésiter également à inclure des acomptes. C'est quelque chose qui se fait énormément. Même en tant que particulier, quand on fait appel à un artisan, par exemple, souvent, il nous demande des acomptes. Donc, même en tant que freelance, c'est quand même on travaille avec un autre professionnel. La problématique ne se pose pas. En fait, ça, aujourd'hui, on peut demander 30 à 50%, c'est pas problématique. Je vais prendre un exemple là-dessus. Par exemple, beaucoup de freelances qui se développent des sites web. Pour information, ils prennent systématiquement 30% d'acompte, c'est-à-dire qu'ils ne lèvent pas le crayon avant d'avoir une partie de l'argent versé par le client, c'est-à-dire acompte et paiement de la facture, et ils ne lèvent pas le crayon avant. Ça se fait de plus en plus parce que beaucoup de jeunes sociétés en plus qui se créent ont besoin d'un site web. Donc ces sociétés sont des fois un peu moins solvables que d'autres. Je reviens sur l'aspect devis et contrat. Alors nous négocions des contrats de prestation systématiquement avec notre client et avec le freelance et les clauses sont en miroir. Et cet aspect-là est très important. Moi, je vois des freelances qui étaient déjà installés, qui avaient l'habitude de travailler. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions qui ne se posaient pas en amont. Si on ne se pose pas ces questions en amont, on peut avoir des difficultés à être payé, non pas pour la mauvaise foi du client, simplement parce que le sujet n'a pas été abordé. Prenons un exemple, vous avez des déplacements à faire à l'autre bout de la France, vous déclenchez des frais pour faire ces déplacements-là, vous prenez un avion, un train, etc. Et suite au déplacement, vous envoyez la facture au client en disant voilà, j'ai fait ça ce mois-ci et ça c'est pour le déplacement. Là, le client vous dit non, je ne paye pas parce que on n'avait pas validé le montant en amont. Ce n'est pas non plus conforme à notre politique de voyage. Vous avez voyagé en première classe, par exemple, dans le train, et on ne rembourse qu'une deuxième classe. Et on ne veut pas rembourser nos prestataires de choses que nous n'acceptons pas en interne. Pareil, si jamais vous avez des astreintes, si vous avez du travail le samedi, si ces sujets-là ne sont pas abordés en amont, vous pouvez avoir des difficultés. Un dernier cas auquel on pense rarement, si durant la mission, vous avez besoin d'une formation spécifique ou d'une habilitation, je ne sais pas, une habilitation électrique, ça prend 1 ou 2 jours, une formation, vous devez assister à une formation qui est dispensée. Ça m'est arrivé, une fois, le freelance a dû assister à une formation dispensée en interne. Et le client ensuite dit ah mais non, nous on ne paye pas parce que là c'est lui qui en a bénéficié. Nous avons généreusement dispensé une formation qui n'a pas eu à payer, il en a bénéficié. Nous ne payons pas pour cette demi-journée. Donc tout ça, il n'est jamais trop tard pour en discuter en amont. Et un petit mail et une petite réponse par mail, ça vous donne une preuve et ça permet de régler bien des problèmes après. Voilà. Mais toi, tu vas nous lister justement d'ailleurs tous les documents qu'on peut collecter. Un mail, ça peut faire foi. Ouais, un mail, ça fait foi, totalement. D'accord. Alors après, c'est toujours mieux, bien sûr, d'avoir clairement vraiment une signature, même une signature électronique, parce qu'aujourd'hui, on est tous à travailler, à dématérialiser énormément les procédures. Donc, même une signature électronique, si vous travaillez avec YouSign ou DocuSign, ou je sais plus, enfin, il y a plein de Adobe aussi. Il y en a plein maintenant. Donc Dropbox aussi. Donc voilà, la signature électronique maintenant, elle fait foi. Alors bien sûr, il y a toujours le cachet, la signature pour ceux qui travaillent un peu à l'ancienne, mais voilà, peu importe, en tout cas, c'est toujours mieux. Mais un mail, en effet, qui dit bon pour accord, en précisant dans l'objet du mail, par exemple, que vous envoyez le devis numéro de temps et avec 2-3 petites infos au niveau déjà du mail d'origine quand vous envoyez votre devis, même si vous répond que bon pour accord, déjà vous avez une trame, vous avez quelque chose. Pareil,
si vous n'êtes pas très doué pour la partie contrat de prestation, vous pouvez faire aussi un truc très simple, un tableau sous Word, où vous mettez, vous qui vous êtes, vos informations, les informations du client, le nom de la personne qui est votre contact technique là-bas, le contenu de la mission. Donc attention, il ne faut pas dire que vous allez occuper le poste de, mais il faut plutôt dire que vous allez fournir du support, on va parler prestations intellectuelles, hein. S'il y a des livrables spécifiques, hein, qui sont attendus, mettez-les, comme ça aussi vous pouvez avoir la preuve que vous les avez transmis. Vous pouvez mettre votre taux journalier, si vous fonctionnez avec un taux journalier, la date de début, la date de fin, la charge aussi, si par exemple c'est que 2 jours par semaine ou si c'est du temps plein, 5 jours par semaine, indiquez-le, ça va donner aussi un volume pour l'activité et demandez au client, un petit peu comme un devis, de mettre au moins un bon pour accord en bas avec une date et une signature. Et il faut que la personne, par contre, normalement, puisse engager la société. Donc si c'est un obscur prescripteur technique, essayez plutôt d'obtenir la signature de quelqu'un, voilà, du représentant légal de la société. Alors moi, je vais juste rebondir parce qu'à un moment donné, Oui. tu as fait une remarque en disant justement d'anticiper certaines situations, surtout pour ceux qui font des sites web ou autres. Il ne faut pas oublier non plus que quand on est une jeune société, parfois, il y en a certains qui le prennent dans leur prévisionnel et qui font des emprunts pour acheter un logiciel, pour investir dans certaines choses. Ne pas hésiter aussi à poser ce genre de questions. Est-ce que vous l'avez déjà prévu dans vos prévisionnels, vu que vous êtes une jeune société? Voilà, c'est pas une question intrusive en fait dans l'entreprise, mais c'est aussi un peu savoir en gros si déjà ils ont déjà prévu le budget ou pas, une fourchette. Est-ce qu'ils ont prévu, est-ce qu'ils ont fait un emprunt, puisque des sociétés, quand elles se créent, parfois font des emprunts pour investir, justement pour acheter du matériel, ce genre de choses. Donc ça fait partie aussi des questions qui doivent venir. De même, ça reste un site web avec toute une charte graphique, par exemple. Clairement, c'est un budget. Donc, sur la gestion des voilà. impayés pour les anticiper, des fois, alors tu vas le dire d'ailleurs, c'est qu'un impayé, c'est une facture non payée. Ça veut dire que si le client dit oui, oui, je vais vous payer, oui, oui, il me manque juste un bon de commande, c'est un impayé, on est d'accord? Oui, à partir du moment où la légende s'est dépassée. Donc, méfiez-vous de ça, parce qu'aussi, si vous travaillez avec des grosses sociétés ou des grands groupes, ou alors il y a des process, notamment des ETI, les sociétés de taille moyenne qui font entre 300 et 1000 personnes, elles ont des fois des process un petit peu lourds et elles vont vous dire ah, mais non, on ne vous paye pas la facture, il faut un bon de commande. Ensuite, vous allez demander le bon de commande. Ah non, mais pour avoir le bon de commande, il faut que vous soyez référencé au niveau de nos achats. Pour être référencé au niveau de vos achats, ils vont peut-être vous demander des éléments complémentaires que vous n'avez pas. Souscrire une responsabilité civile professionnelle, etc. Ou avoir une habilitation quelconque. Donc, méfiez-vous de tout ça, anticipez ces process, demandez au client en amont s'il faut un bon de commande, quel est le process de facturation, si vous êtes bien référencé en tant que fournisseur, etc. Parce que tout simplement, ça va traîner à la fin. Et derrière, vous allez mettre plusieurs mois avant d'avoir au moins votre facture qui va être acceptée. Et ensuite, vous avez les délais de paiement qui courent. Donc, vous pouvez attendre 4 mois, voire plus, pour être payé. C'est ça. Ensuite, c'est important aussi les CGV, avoir de bons CGV. Alors bien sûr, on oublie. Qu'est-ce que c'est une CGV? Les CGV, pardon, oui. Les conditions générales de vente ou d'intervention, de prestation, ça dépend. Il y a des fois des petites formulations qui changent. C'est à faire on fait appel à un professionnel. Clairement, on arrête de copier les CGV qu'on trouve sur Internet, qui viennent du cousin, de la grand-mère du 5e degré. Clairement, on fait appel à un professionnel parce qu'en fait, les CGV, c'est vraiment un bloc qui va vous armer même au-delà des impayés. Il y a un contentieux sur un dommage que vous avez fait lors d'une presta. En fait, il va aussi vous servir dans toute cette partie-là. Il a vraiment un champ très très fort, donc il ne faut vraiment pas le négliger. C'est un investissement, mais lors d'un contentieux, que ce soit pour un impayé ou un contentieux autre, ça peut vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher. Donc, les CGV, même si ça coûte un minimum on va dire, entre 700 et 800 euros ou un peu plus, voire le double parfois, tout dépend de l'avocat qui vous fait travailler, vaut peut-être mieux mettre 1000 euros, on va dire, 1000 euros. 1000 euros, mais au moins c'est carré, c'est clair, et puis elles sont à vous parce qu'elles sont propres à votre activité. Peut-être que votre copain d'à côté, il fait peut-être quelque chose à peu près comme vous, il est aussi comme vous, graphiste ou je sais pas moi, développeur web ou n'importe quoi, ou codeur, je sais pas, désolé, je connais pas toutes les professions. Mais j'avoue que voilà, en fait, il n'aura pas le même fonctionnement que vous, il n'aura peut-être pas tout à fait la même clientèle que vous au final. Voilà, il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte. Et puis, votre société, même si vous êtes freelance, c'est votre boîte à vous, à vous seul. Donc, c'est aussi votre ADN, en fait, qui est dedans. Parmi vous, s'il y en a qui sont déjà installés, vous avez déjà votre société, est-ce que vous avez fait des contrats pour vos prestations ou signé les contrats des clients et est-ce que vous avez des CGV? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, on va regarder vos réponses. C'est ça. Et puis aussi pour anticiper les impayés, alors je dirais on peut mettre aussi en place tout un process déjà, même si on est tout seul, mais de se mettre déjà un mini process de relance, ne pas hésiter même à faire une validation de réception de facture.
Ça, c'est aussi quelque chose qui va anticiper l'impayé, qui va éviter justement le fameux avoir tout le déroulé, de savoir à qui on envoie la facture, le déroulé. Ça en vient en fait à ça, c'est être sûr que du coup la facture a bien été adressée à la bonne personne ou dans le bon service éventuel. En effet, les sociétés, plus on va travailler avec des sociétés qui vont être importantes, plus on a des process lourds et le cheminement de validation fera passer des fois de une personne à 5-6 personnes. Donc du coup, parfois les 2 mois maximum légal, 60 jours maximum légal, sont largement dépassés. Voilà, tout ça, c'est vraiment important à le prendre en compte. Et puis des fois, entre-temps, il y a aussi des personnes qui partent et ça, on ne le sait pas toujours non plus. Est-ce qu'avoir une protection juridique, ça peut aussi nous permettre d'anticiper les impayés? Ah oui, parce que du coup, ça va prendre en charge des frais d'avocat. Ah, si on poursuit pour un impayé, ça nous prendra en charge les frais En fait, la RC Pro, en fait, on peut inclure dedans, en effet, la protection juridique. Elle va aider pour, justement, en cas de contentieux, même tout court aussi, d'ailleurs, s'il y a un conflit avec un client pour d'autres raisons. Donc, elle est vraiment là. Et puis, en effet, elle va prendre les frais d'avocat sous cette partie-là en compte. Et voilà. Donc, c'est quelque chose à regarder. Il y a bien se le noter aussi, puisque moi, j'ai eu parfois des dossiers où, au final, mon client, par exemple, ne savait pas trop s'il prenait en charge. Et le temps d'avoir la réponse de la banque et moi, le temps d'intervention, parce qu'il y a parfois, quand on part dans le juridique, vraiment quand on part dans une phase plus judiciaire, plus importante, il y a des délais en fait qui sont plus ou moins longs et parfois plus courts. Et pour le coup, là, j'ai un dossier où la personne, le temps d'avoir la réponse de son assurance, on n'a pas pu continuer la démarche. Voilà, donc il faut vraiment bien se le noter, quitte à se marquer sur le contrat pour papier, attention, voilà, prise en charge de, je sais pas moi, l'avocat, ils prennent, des fois c'est forfaitaire, donc des fois c'est forfaitaire. Voilà, donc c'est des petites choses, alors c'est plein de choses à réfléchir parce qu'on a tous une charge mentale quand on est à son compte et du coup elle est importante, mais forcément, oui, la protection juridique c'est important et la RC Pro. La RC Pro, c'est la responsabilité civile professionnelle que vous pouvez souscrire auprès de différents courtiers. C'est obligatoire dans certains métiers, ça n'est pas obligatoire pour la plupart. Si vous êtes développeur web ou si vous êtes graphiste, ça n'est pas obligatoire. Par contre, nous, on le recommande fortement aux freelances avec qui on travaille. Pourquoi? Parce que si jamais vous cassez quelque chose, vous faites tomber un PC chez votre client, vous arrachez un câble, vous prenez le pied dedans et vous arrachez un serveur, vous faites tomber un disque dur, c'est vous qui allez devoir payer. Donc là, déjà, c'est la responsabilité civile professionnelle qui va payer. Et ensuite, inclus, la plupart du temps, vous avez effectivement une protection juridique. Et déjà aussi, vous pouvez les appeler pour les consulter aussi, pour poser une question. Et c'est gratuit du coup pour vous. La partie RC Pro, pour information, ça coûte entre 150 et 250 euros par an selon l'assureur, etc. On n'est pas en train de parler de très très gros montants. Et si vous avez un litige juridique, un avocat, ça va coûter très vite entre 1000 et 2000 euros. Au moins. Oui, dans le cas d'une injonction de payer, s'il y a une opposition par rapport au débiteur dans la procédure, ouais, c'est au moins 1005. Voilà, comme ça, au moins les chiffres sont clairs. Même question? Alors, j'ai une question. Quels sont les risques de ne pas avoir une RC Pro? C'est-à-dire que si vous cassez un serveur et que le serveur est coûté clairement très cher, c'est votre poche en fait qui va devoir payer en gros parce qu'il n'y aura pas d'assurance pour le prendre. C'est comme quand vous avez votre RC chez vous dans votre maison qu'elle sert aussi quand vous allez à l'extérieur. Vous cassez une fenêtre chez un ami, ça sera pareil. Si vous n'avez pas d'RC, c'est vous qui allez devoir payer la fenêtre. Ça vous protège également quand des pénalités qui vous sont demandées. Prenons un exemple. Vous travaillez avec une start-up, c'est des gens très sympathiques, vous les connaissez, etc. Vous avez fait quelque chose pour eux. Par contre, cette start-up, ils ont vendu quelque chose à des Américains. Je sais rien, moi, un Google, un Apple, un truc comme ça, une grosse boîte américaine. Et il y a un souci, la grosse boîte américaine n'est pas contente de quelque chose. Et elle déclenche un contentieux et elle réclame des pénalités à la start-up. La start-up a une assurance. Cette assurance va regarder qui sont les autres personnes qui ont contribué, les autres sociétés, etc. Et va se reporter sur leurs assurances. Donc, si vous avez contribué à un bout de ce logiciel qui a été vendu pour lequel cette société est poursuivie, vous devrez payer des pénalités. Donc, tout simplement, soit vous pouvez d'ailleurs couler votre société, tout simplement. Oui, parce que là, le montant des Américains, à mon avis, ça va très vite. Voilà, là, on n'est même plus à 1500 euros, on oublie tout de suite ce montant. Donc voilà, à peu près là, les grandes lignes pour anticiper les impayés, vraiment valider les devis quand on peut. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus trop d'excuses. La validation dématérialisée, c'est comme juste un SMS, c'est extrêmement rapide. Passer les écrits, les mails. Un exemple, alors ça c'est que j'étais dans une société de service, le chef de projet, à la fin, quand on clôt le truc, le client dit on arrête la prestation. Du coup, on fait un petit peu le bilan des comptes. Et là, il commence à refuser de nous payer des choses. Et alors là, on ne comprend pas. Et en fait, on creuse. En fait, il nous avait demandé à l'oral de passer le budget prévu pour le livrable X sur le livrable Y. Donc, nous avons bien livré le livrable Y, mais jamais le X. Et c'était à l'oral qu'il nous avait demandé de basculer cette charge. Sauf qu'on n'avait absolument aucune preuve.
Voilà. Et donc, quand on est ensuite à la fin et qu'ils veulent arrêter l'activité, ben, ils veulent payer le moins possible parce qu'ils avaient des problèmes de coûts, etc. Et on s'est retrouvé dans une situation extrêmement compliquée. On n'a jamais été payé. Hein. On n'a pas été payé pour Y qu'on a livré et X on n'a pas livré. Voilà. Donc, un petit mail, faites tracer, demandez la confirmation. Vous pouvez même le mettre dans un mail de récapitulatif de fin de mois. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas leur aval, oui, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. C'est ça. L'écrit reste en fait le zéro. Je vois qu'il y a des Alors oui, questions. j'ai une petite question encore sur la RC Pro qui était où est-ce qu'on peut la souscrire? Bah, en faisant appel à n'importe quel courtier, en fait, C'est qui la a soit non, je sais pas, la MAF, AXA. en fait, il y a sur Internet, il y a un ensemble de courtiers qui est possible. Et après, il y a aussi des courtiers, si vous êtes dans un réseau professionnel éventuellement ou pas. Oui. Après, toi, tu as peut-être... Alors, nous, on a un courtier avec qui on travaille, qui travaille avec une boîte anglaise. En fait, souvent, les très bons courtiers, notamment pour les freelances, le freelancing est un modèle très anglais. Donc, vous avez Hiscox, mais du coup, vous avez des courtiers en France qui font appel à eux. Et vous avez aussi la société AssureUp, qui est une société en ligne. Attention, ils n'adressent pas tous les métiers. Ils peuvent vous dire l'aéronautique non, l'automobile non. Donc ça, il faut bien regarder. Donc je vous le mets là dans le chat. AssureUp. Et puis nous, on peut vous donner les coordonnées d'un courtier avec qui on travaille, qui va du coup solliciter plusieurs sociétés pour avoir la meilleure offre pour vous. Alors j'ai une autre question. Peut-on se faire payer si le client est en redressement judiciaire? Alors, ça va dépendre. Si le client vient de se mettre, il y a quelques jours, dans les moins de 2 mois, en redressement judiciaire, alors là, clairement, la facture, la créance est gelée. Il faut absolument faire la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire. Donc, il y a 2 mois à partir de la date d'ouverture du jugement qui a été déposé. Ça, on le trouve sur le BODAC ou sur Internet, hein, sur Infogreffe. Toutes ces informations-là tombent, elles sont obligatoires, elles sont dessus. Donc là, oui, et enfin, oui. Du coup, elle sera enregistrée avec tout un check-up à donner, donc justement les fameux devis signés, tous les éléments en fait qui vont justifier que c'est bien la créance, elle est bien due et autres. Il va y avoir une période d'observation par le mandataire qui va reprendre en fait toutes les créances que tout le débiteur doit à tout le monde, en gros. Donc, c'est une période qui peut être entre 6 mois et 18 mois, et après, le plan de redressement commence 1 an après la validation. Donc, là, on va partir sur un paiement. Dans ce cas-là, on est au moins sur 12-13 ans. Voilà, clairement, si tout se passe bien. Si le client est déjà en redressement, que vous voulez travailler avec lui, il peut payer, il n'y a pas de souci, hein, son activité va continuer. Il ne faut juste pas hésiter à parler du mandataire, à demander est-ce que le devis contrat doit être adressé également au mandataire pour qu'il soit au courant ou que c'est à lui qui le valide. Parce que parfois, le chéquier, tout ce qui est les moyens de paiement, parfois, c'est les mandataires judiciaires qui ont la main. Et pas forcément le client. Des fois, les clients ont la main et des fois, non. Ça dépend un peu à qui, comment est le mandataire et puis Donc, en fait, la problématique, c'est si votre facture, elle était avant le redressement judiciaire. Avant ou après. Et je sais pas avant, parce que là, il faut du coup avant, oui, 12-13 ans pour être payé. Si c'est après, c'est le mandataire qui va payer, si c'est lui qui est en charge. Si on s'est loupé sur les deux mois en fait de période où on peut déclarer la créance, si vous n'avez pas reçu de courrier, mais que voilà, et vous ne l'avez pas fait et que ça fait moins de 6 mois, vous pouvez encore faire une requête. Ça s'appelle une requête en relevé de forclusion. Ça, ce que je fais aussi pour certains dossiers. Donc là, c'est une procédure un peu plus complexe. En gros, c'est d'expliquer pourquoi vous n'avez pas pu faire la déclaration dans les 2 mois. Tout ça, ce sont des choses d'ailleurs que tu fais. Oui, toi, tu prends en charge. Oui, tout ça, je fais. Tout à fait. J'aime bien faire. Bah, parfois, il y a des dossiers qui, malheureusement, se transforment en procédure collective entre-temps et pour lequel il peut toujours continuer à assurer le suivi tout au long quand même. Quoi. Le dossier reste... la créance reste toujours due. Donc voilà. Je ne sais pas si j'avais bien répondu à la question de Lionel, en l'occurrence. On peut passer à la question suivante. On Oui. prendra les questions Alors, suivantes. est-ce qu'il y a des obligations légales liées à la forme de la facture qui peuvent avoir un impact sur le paiement de celle-ci? Bah déjà, il faut qu'il y ait absolument toutes les mentions obligatoires présentes dessus, que ce soit toutes les informations qui concernent le client, qui vous concernent vous. Parfois, il y a certaines professions où il y a des assurances, des notifications d'assurance qui sont obligatoires. Alors, vous, ce n'est pas votre cas, en tout cas, je ne pense pas. Ça va être plus dans le bâtiment, ce genre de choses-là, où il y a besoin d'une décennale, par exemple. Donc, il y a ces numéros-là ou les assurances. Et puis après, oui, il y a un formalisme à avoir. On va surtout utiliser des logiciels, s'il vous plaît. Arrêtez de faire vos factures sur Word ou Excel. Vraiment, déjà, vous pouvez déjà vous faire des erreurs dans le calcul. Et puis concrètement, avec la politique qui est là à venir, dans les années à venir, de toute façon, clairement, il va falloir vraiment que tout le monde se mette sur des logiciels. Il y a des logiciels Henri qui est gratuit.
Il y a Freebie aussi, je sais qu'il est beaucoup utilisé avec Devis. C'est pas grave. Avec de Il y a aussi Freebie, je sais, qui est aussi beaucoup utilisé par beaucoup de freelance. D'autant plus, alors je crois que c'est aux alentours de 80-90 € à l'année. Et qui en plus communique toutes les informations au niveau de l'URSSAF quand on est un auto-entrepreneur. Voilà, c'est très intéressant. Donc, surtout, voilà, oui, on a un formalisme de facture, mais surtout, en fait, on fait surtout attention à ce qu'elle soit bien faite. Et en fait, les logiciels vont vous mettre tout le formalisme nickel. Donc là, en effet, il n'y aura pas de contestation possible. Quand c'est fait sur Word ou sur Excel, moi, clairement, je les vois de suite. Hein. C'est même si le document m'est envoyé en haut en PDF, sous format PDF, bon, ça se voit de suite. Souvent, il manque des mentions. Et c'est important ce que tu dis, parce que nous, on reçoit les factures de freelance et effectivement, on le voit aussi tout de suite qu'elles sont sous Word et Excel. Et, voilà. Et la plupart du temps, il manque des mentions. Il manque des mentions. C'est systématique. Nous, on fournit souvent du conseil aux freelances en lui disant, mais tu sais que tes factures, là, elles sont même pas conformes. Il y en a même que j'ai reçu des factures, il n'y a même pas de date de facture dessus. Alors oui, il y a une date d'échéance. En fait, ces logiciels-là, en fait, vous obligent à ne pas réfléchir à comment, si la date elle est bien mise, la date d'échéance, vu que tout est paramétré, vous n'avez pas à réfléchir à un moment donné, c'est bien un peu de s'appuyer sur les outils informatiques. Donc, ouais, moi j'ai déjà vu même carrément juste un nom, prénom, et pas d'adresse, rien du tout. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc voilà. Question suivante. Alors, on en a parlé. Alors, on en a parlé du coup. Voilà. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, faites signer au maximum. Voilà, taper dans la main ne suffira pas. Comment je gère la relance? Comment on gère la relance? Alors, je vais faire un. La relance, c'est quoi déjà? C'est quand la facture n'est pas payée, la facture doit être payée sous 30 jours et qu'on est le 31e jour, c'est ça? Ah bah, on peut, oui. Après, c'est propre à chacun. Il y a des entreprises qui, même le jour même de l'échéance, n'ont pas reçu de paiement, on font un petit mail de rappel en disant attention, aujourd'hui, c'est rappel d'échéance. On n'a pas enregistré aujourd'hui votre paiement parce que c'est là. Donc, dès le premier jour, on peut commencer à relancer. Ça, c'est propre à chacun. Après, ça, forcément, il y a un travail parce que ça reste quand même un temps accordé. Moi, je voulais juste faire un point, c'est vraiment très important, c'est que la relance, avant tout, c'est un acte commercial. On relance vraiment de manière très professionnelle et on n'insulte pas les gens, même si parfois, quand on a le débiteur en face ou son client en face, qui n'est pas toujours très agréable parce qu'on va le relancer alors que ça fait 5 jours qu'il n'a pas payé et qu'il le prend un peu par-dessus la jambe en mode c'est bon, ça fait que 5 jours, c'est pas grave, c'est que 5 jours de retard, quoi. Et que nous, on est énervé parce qu'on se dit merde, c'est bon, moi j'ai payé entre-temps ma licence, je me suis aussi payé, j'ai eu mes charges, et que moi, je l'attendais, quoi, mon paiement au 30, je l'attendais pas le 5. Voilà, on reste cordial et professionnel. Pour faire les choses assez carrées, on essaie dans son agenda de se boucler un moment, une fois par mois, tous les 15 jours, peu importe comment on fonctionne. Un rendez-vous avec vous-même, vous ne cherchez pas, et vous dites à ce moment-là, pendant une petite demi-heure, 1 heure, suivant le volume que vous avez, vous checkez les clients qui devaient payer, qui n'ont pas payé, vous checkez les paiements, les règlements entre-temps, si vous avez reçu des règlements par chèque, par virement, juste histoire d'éviter de relancer inutilement aussi, parce que ça fait un petit peu mal. Ça m'est arrivé, j'ai relancé, tous mes clients n'ont pas eu par virement, et une fois j'ai relancé un client, et en fait ils m'ont dit mais on vous a déjà payé par chèque, et en fait ils m'avaient envoyé un courrier postal, et c'était effectivement dans les 3 enveloppes qu'il y avait sur mon bureau. Mais c'était le seul et unique qui m'a payé par chèque. Je ne m'attendais pas un instant à ce qu'on me paye par chèque. Après, voilà. Mais des fois, voilà, on fait ça, mais ça, après, c'est des choses qui arrivent, on reste des êtres humains, puis dans l'esprit, à ce moment-là, on essaie de rigoler avec son client, voilà, on essaie d'amener ça de manière un peu à la rigolade, toujours un peu essayer de dédramatiser. Donc, voilà, en tout cas, rendez-vous avec vous-même, on check bien ces règlements entre-temps. Vous travaillez aussi éventuellement vos relances sur votre logiciel. Des fois, il y a des logiciels où les relances sont vraiment basiques. D'autres, vous pouvez un peu les agrémenter. Au niveau pas mal de logiciels, maintenant, on peut faire énormément de choses. Donc, vraiment, vous pouvez la personnaliser de manière à qu'elle soit plus punchy, arriver à un certain stade si vous faites une deuxième relance. Les relances, en tout cas, elles se font. Ça se fait comment? C'est un appel, c'est un mail, c'est quoi une relance? Justement, en fait, on peut faire mail, on peut faire appel téléphonique, alors on peut faire des SMS aussi, on peut faire un recommandé courrier. Le recommandé étant souvent la dernière étape, en fait, la mise en demeure. Mais on évite les WhatsApp, les Messenger, les messages sur Insta ou je ne sais quoi, puisque ça, c'est quelque chose que je vois. C'est compliqué à défendre. J'arrive, hein, mais il y a des fois des dossiers qui partent après avec l'avocat. Voilà, les juges, tu as besoin de prouver que ce qu'on a fait une relance pendant ton process? c'est mieux. Ah bah oui.
D'accord. Et puis d'autant plus en fait, parce que parfois dans certains cas, il y en a qui vont avoir qui vont avoir le culot de dire qu'ils n'ont jamais été relancés. Donc quand moi j'ai tout l'historique des mails, que vous avez aussi un petit peu tenu un petit journal, même si c'est sur un document Word pour le coup, mais ou sur Notion, moi je m'en fous, et qui dit en gros que vous avez fait tel appel à tel moment, tel jour, telle heure. Alors moi j'ai un côté très peut-être un peu psycho, mais moi je note même l'heure à laquelle j'appelle la personne et qui j'ai eu, et qu'est-ce qu'elle m'a dit. Ça, vraiment, derrière, ça sert en fait, parce que du coup, on ressort du factuel. Et en général, le débiteur, il n'a pas grand-chose à dire. Parce que, Toi, tu me disais que tu t'es rendu physiquement aussi. oui, alors moi, dans mon activité, oui, ma profession fait que oui, en fait, moi, tout à fait, je fais des visites domiciliaires sur Toulouse et les alentours. Et sur certains quartiers toulousains, j'avoue que je ne vais pas parce que certains quartiers sont un petit peu plus sensibles que d'autres. Mais en effet, sinon, oui, je fais des visites domiciliaires. D'accord. Tu vas voir l'entreprise, tu Je sonnes vais à la voir porte. l'entreprise, tout à fait. Je sonne à la porte, j'essaie de trouver, d'avoir un dialogue quand c'est possible, trouver un accord aussi quand ils ne répondent pas. Ou parfois, ça peut être prévu dans un cas d'un rendez-vous si le débiteur voulait me voir entre-temps, parce que moi, je vais proposer aussi des échéanciers. Moi, quand je vais prendre des dossiers, malheureusement, je préfère, parfois, il est préférable de proposer un échéancier si la personne en face, entre-temps, a une difficulté financière, de trouver un moyen d'être payé, même si ça n'arrange pas clairement, mais que c'est sur du long terme, mais d'être payé à la fin. Voilà, et de rester souple, parce que ça peut être juste une difficulté financière d'une entreprise, et elle saura se rappeler à un moment donné quand même que vous avez été souple alors que d'autres ne l'auront pas été. Ça, c'est important aussi. C'est pour ça que ça reste aussi c'est un acte commercial, il ne faut jamais l'oublier. On reste pro aussi. Même si on connaît très bien le débiteur, le client, même si c'est un copain, d'autant plus les copains. Moi, j'ai une grosse réserve quand on travaille avec les amis et la famille, mais c'est là où souvent il y a plus de dossiers, en fait, étrangement. Mais on reste professionnel, c'est-à-dire que même dans sa façon d'échanger, je sais qu'il y a certains freelances ou petits indépendants, petites sociétés qui n'ont pas forcément de service comptabilité parce qu'ils s'externalisent ou autre, mais qui ont créé une adresse mail comptabilité et qui l'utilisent. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser, d'utiliser une adresse mail partagée que vous créez avec... Et voilà, ça permet de faire vos relances et de manière un peu plus formelle. Voilà, histoire de mettre un petit coup de pied aux fesses pour bouger un peu tout ça. Donc voilà. Et puis on reste toujours à rester en contact avec la personne. On ne se bute pas. On essaie vraiment de rester toujours au maximum dans l'échange. Même si la personne en face, clairement, elle vous prend pour un jambon. Voilà, à un moment donné, on reste quand même dans l'échange. Et justement, le factuel est hyper important, d'où les contrats bien signés, d'où les échanges de mails, d'où également, si entre-temps, en effet, vous avez fait des déplacements et que ça avait été bien vu en amont. Voilà, tout ça, c'est vraiment très important, en fait. C'est pour ça qu'on disait d'écrire reste, parce que derrière, les contestations possibles seront d'autant plus cassées à ce moment-là. Moi, j'ai un conseil tout bête aussi à donner, un petit tuyau, qui est que si votre activité, par exemple, vous facturez tous les mois, votre activité dure plusieurs mois, quand vous commencez à relancer, vous pouvez utiliser, ce n'est pas une menace, vous pouvez simplement dire que l'encours, c'est-à-dire la somme qu'ils vous doivent, plus ce que vous avez fait depuis comme activité, qui va être potentiellement facturable, est de temps. Et que du coup, dès que ça atteint tel montant, vous arrêtez. Moi, je l'ai fait avec un client. On leur a dit, à partir de 15 000 € d'encours, on arrête. Donc, il y a cette facture-là. Donc, je leur ai dit, dans 3 jours, l'activité s'arrête, puisque dans 3 jours, on atteint les 15 000 € dus. Mais c'est poli, c'est aimable, c'est sympathique, on suspend l'activité. Point. Surtout que les grosses sociétés. Ça marche bien. J'ai une réponse. Surtout que les grosses sociétés connaissent très bien le mot en cours. C'est pas quelque chose que j'ai abordé parce que c'est pas dans le jargon de soin du freelance, j'avoue. Mais dans les grosses sociétés, ça, c'est le mot qu'ils connaissent très très bien. L'encours client ou l'encours fournisseur. Pensez-y, parce qu'il y a la facture non payée, mais il y a tout ce que vous avez fait depuis cette facture. Vous avez un risque aussi d'impayé dessus, en fait. Donc au final, c'est pas uniquement la facture de 2 000 € qui n'est pas payée, c'est la facture de 2 000 plus tout le reste que vous avez fait qui vaut peut-être 10 derrière. Et du coup, ça va peut-être se monter à 12 000. Voilà. C'est ça. Question suivante. J'ai une question. À partir de combien de relances doit-on se faire accompagner, selon vous, pour couvrir les impayés? Alors, ça va dépendre en fait de la personne. Parfois, il faut suivre un petit peu son instinct aussi, je dirais. Parce que des fois, on travaille avec des sociétés, des chefs d'entreprise où on ne les sent pas. On ne sait pas pourquoi, mais parfois ça nous arrive. Vous savez, c'est un peu comme quand on est sur la route et on voit devant la voiture qui zigzague un peu haute et souvent on prend de la distance. C'est pareil dans le business. Parfois, on ne sent pas, mais on ne saurait pas pourquoi. Et il faut un peu écouter son instinct. On reste des êtres humains et c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose qu'on a quand même tendance des fois à oublier. On est des êtres humains et des fois, si vous ne le sentez pas,
Déjà, ne pas hésiter à demander clairement, déjà, au-delà de la relance d'ailleurs, ne pas hésiter tout court à demander un règlement sur Proforma. Proforma, ça veut dire en gros que vous demandez la totalité, si c'est au mois ou si c'est un one-shot par exemple, de demander la totalité avant. Vous pouvez trouver une justification, on peut trouver plein de justifications, mais en tout cas, ça c'est quelque chose. Et puis après, sur la gestion de la relance, avant de se faire accompagner, ça va dépendre aussi donc du coup justement de cette personne, si vous la sentez ou pas, si vous sentez que vraiment elle traîne ou elle ne répond pas. Elle répond jamais, elle fait le mort. Oui. Voilà, clairement. Ça, c'est un signal d'alarme. Ça fait partie des signaux d'alarme. Voilà. Vous voyez qu'ils lisent bien les mails. Alors, quand c'est possible, suivant les outils que vous utilisez pour vos mails, utilisez absolument les accusés de lecture, de réception et de lecture. Moi, j'aime beaucoup le suivi de lecture. Parce que quand on me dit qu'on n'a pas encore pris connaissance de mon mail et que je vois qu'il y a l'accusé de lecture, là, c'est là où je sais très très bien comprendre la fin de 3 semaines. Ça, là, tu as tendance d'ailleurs un peu à m'énerver. Il y a le cas où on n'a pas de réponse, mais il y a le cas, c'est la question suivante, Rémi, c'est le cas où on a une réponse, mais ils ne sont pas d'accord. C'est Et ça. ils nous disent, non, on n'est pas d'accord, vous demandez 12, nous on dit 10, vous demandez, vous dites que vous avez travaillé 20 jours, pour nous vous n'en avez travaillé que 18, c'est pour ça, etc. Toujours tout tracer au maximum. Alors dans certaines activités, c'est pas toujours simple de le tracer, Oui. mais quand vous savez que vous pouvez le justifier par des connexions, par rapport à des connexions sur Internet, ce genre de choses-là, sur certains logiciels CRM qui vont traquer en fait les connexions, le temps de travail ou autre. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais je sais que pour certains, c'est le cas. En tout cas, quand il y a une contestation ou un litige, on le gère de suite, on le prend en main, on le gère de manière toujours professionnelle. Ça, c'est important aussi. Ça montre d'ailleurs au passage qu'il y a un sérieux, il y a un suivi, même en tant que freelance. Voilà, c'est souvent attendu par des grosses sociétés, mais le freelance a un droit lui aussi. Et vous avez le droit d'ailleurs de vous inspirer des services de suivi de litige, de contestation de certaines grosses sociétés. Des beaux courriers là qu'on reçoit. Pas les beaux courriers, mais en tout cas, on peut s'en inspirer pour comment on va échanger même de manière à l'écrit avec son client. Enfin, on peut s'inspirer de plein de choses pour avoir vraiment une matrice et prouver à son client qu'on va gérer le litige de la contestation et lui apporter une réponse. Et on répond. Et on ne répond pas au bout de 3 semaines, 1 mois, parce que forcément, plus le litige ou la contestation va être réglé le plus vite possible, et plus vite votre facture sera validée et payée. Clairement, si vous tardez, ce sera comme tout, hein. Le paiement va aller avec. Donc, il y a de ça. On le traite de manière écrite, surtout, et puis d'autant plus que s'il y a vraiment une contestation, parce que ça peut arriver, qu'en effet, il y a un loupé, ça arrive aussi. Enfin, à un moment donné, on a le droit aussi clairement de mal faire quelque chose ou d'y avoir un droit à l'erreur. Encore une fois, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et à ce moment-là, il faut rentrer dans une négociation avec les clients et on marque toujours ça par écrit. Voilà. Si entre-temps, comme tu disais, par exemple, la facture elle est de 20 jours, peut-être comme tu dis, au final, le client conteste 18 jours, on essaie de trouver, on coupe la poire en deux, on essaie de trouver un accord entre-temps aussi. Si par exemple, donc, je fais une facture de 20 jours et que le client il me dit que c'est 18, si c'est un peu compliqué, tu conseilles plutôt d'accepter les 18 que de lancer un litige sur un impayé ça va dépendre du montant de la somme. Et des fois, il vaut mieux un bon tien qu'un tu l'auras. Voilà. Mais du coup, pour la fois d'après, on ne l'oublie pas et on le retient. Il y a des fois, parfois, et malheureusement, il faut aussi parfois se dire, en effet, j'ai peut-être pas de matière à le prouver vraiment. Mais du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour les fois d'après pour pas qu'on me le refasse à l'envers comme ça, parce que clairement, c'est aussi une mauvaise foi. L'autre, il en profite. Parfois, il y a des clients qui profitent un petit peu justement du manque de cadrage que certaines structures peuvent avoir. Et le freelance, malheureusement, vous écrivez pas assez. Je suis désolée. La dernière question, Rémi, parce que là, déjà, on a dépassé le timing. Je vais terminer. Quelle est la meilleure réaction? Et une faute d'orthographe, excusez-nous. On a fait... Oups. Désolée. Déjà, on va arrêter tout de suite de croire que parce que le client n'arrête pas de vous dire qu'il va payer en fait. À un moment donné, clairement, ça fait 2 mois, 3 mois, vous avez déjà fait 2 SMS, vous lui avez fait 3 mails. Enfin, je réponds du coup en même temps peut-être un peu plus du coup à ce que demandait Johanna, mais là voilà, vous avez vraiment fait plusieurs relances, ça fait au moins 2 mois, 3 mois que la date d'échéance est dépassée. Là, c'est vraiment l'impayé avéré. Bon, pour moi, il est avéré plus tôt, mais dans ce que je vois assez régulièrement, c'est un peu comme ça que vous le voyez. Alors bien sûr, on n'attend pas 2 ans, hein, on n'attend pas non plus 1 an, 2 ans
avant de vraiment rentrer plus dans le vif et de faire en effet appel à un professionnel, que ce soit moi, un huissier ou un avocat, parce que chacun voit aussi. En tout cas, voilà, on n'attend pas, parce qu'en fait, plus le temps va avancer et plus le recouvrement va être compliqué. Pour tout professionnel, vraiment, ça complique la procédure. Et puis d'autant plus parfois quand on a des dossiers devant le juge, parce que là, pour le coup, à un moment donné, clairement, malgré toutes les relances, souvent, c'est comme ça que ça se passe. On est obligé d'arriver sur l'injonction de payer ou autre. Il y a parfois dans certains dossiers, le juge qui pourra quand même dire, attendez, ça fait plus de 2 ans, vous avez fait 3 relances, ça n'a rien passé d'autre. Ouais. C'est maintenant que vous vous réveillez. Et quand on travaille avec un professionnel, donc le délai de prescription est quand même de 5 ans. Donc, on a quand même le temps pour avoir le titre exécutoire et que au-delà de la titre exécutoire, que la créance s'éteigne malheureusement, qu'on ne puisse plus rien faire. Mais on ne va pas non plus attendre les 5 ans. D'accord, une facture qui a 5 ans, elle est foutue. Entre professionnels, oui. Si c'est avec un civil, ce qui n'est pas le cas ici, mais en tout cas pour ces 2 ans. Tout à fait. Après, il y a des subtilités avec les télécommunications et autres, mais là, je ne vais pas rentrer dedans. Et puis, je vais prendre une histoire vraie qui nous a fait contacter Blue Risque Conseil. J'envoie une facture à un client. Alors, c'était quelqu'un que je connaissais en fait dans cette société-là, qui était le directeur général. Et j'envoie la facture, donc j'avais confiance, etc. Et je n'ai aucune réponse. Je relance, enfin, j'ai pas de paiement, je relance, mais très poliment, très gentiment, après 5 jours de délai, en disant l'échéance était tel jour. Pouvez-vous me confirmer que la facture elle est bien en cours de traitement dans vos services? Même pas de réponse. OK, 5 jours après, je renvoie un mail. Là, je mets les accusés de réception, de lecture, etc. Et je rajoute d'autres personnes qui étaient indiquées dans la société. Et je n'ai absolument aucune réponse. Rien, du tout. Mon premier réflexe, avant d'appeler Émilie, ça a été d'abord me faire l'enquête que j'aurais dû faire avant. J'ai fait une enquête, j'ai trouvé des gens avec qui travaillait cette société et je les ai appelés et ils n'étaient pas payés non plus. Voilà. Eux, par contre, ils avaient des dizaines d'ingénieurs. Donc, je me suis dit, là, tout de suite, il y a un problème. C'était 15 jours après, oui, il y a beaucoup de retard. Mais 15 jours après, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et là, j'ai contacté Émilie pour commencer à blinder les choses. Bon, nous, par contre, on avait un contrat, on avait une convention, on avait un devis, on avait une facture, on avait des mails, on avait des preuves. Bon, on avait tout le dossier. Et puis, notre client s'est mis en redressement. Et donc, maintenant, il faut que j'attende 12 ans pour être payé. Après, je préfère être extrêmement sincère. Le risque zéro d'impayé n'existe pas. Clairement, à moins de se faire payer, à moins d'être dans une activité comme le boucher, où vous allez chez votre boucher et vous prenez et vous partez. Si vous ne payez pas, clairement, vous ne partez pas avec la viande. Voilà, ça fait partie des seules professions où il y a très peu d'impayés. Par contre, si on a un impayé, bon, évidemment, c'est enlever notre chiffre d'affaires, j'espère, par notre comptable, c'est ça? Alors, on va pas payer d'impôts dessus. Si, on va payer des impôts dessus. Non. La TVA, alors ça dépend après comment elles sont assujetties, mais si c'est sur la TVA, sur les encaissements, non, forcément, il n'y aura pas. D'accord. Après, forcément, il y a le certificat d'irrécouvrabilité là, qui est alors, délivré par 3 professions, donc agence de recouvrement, huissier et mandataire liquidateur judiciaire. C'est soit 3 seules professions qui sont habilitées à vous délivrer ce document-là. En fait, il vous permet justement, en cas malheureusement où on n'arrive pas à récupérer la créance, à récupérer la TVA. Donc comptablement, enfin c'est une histoire comptable, mais qui vous permet au moins de récupérer vous la TVA, donc de la déduire. Du coup, ce n'est pas une TVA collectée. D'accord. Voilà, voilà, c'est une petite. Et toutes les charges et tous les frais qu'on peut avoir pour le recouvrement, on peut les faire passer en charge et les déduire. Oui, sur ton malheureusement, oui. Après, dans le cas de procédure de recouvrement, bien sûr, il est toujours demandé aux professionnels les indemnités forfaitaires de recouvrement et intérêts. Si vos logiciels, d'ailleurs, le réclament, enfin le permettent de le facturer, normalement, juste pour info, c'est non soumis à TVA. Donc, si le logiciel génère de la TVA dessus, normalement, on sait qu'il y a un couac dans le logiciel déjà. Donc, ça, c'est juste pour votre culture. En tout cas, sachez-le, ce n'est pas soumis à TVA. Donc, vous le réclamez d'office. Même si l'échéance est dépassée dès que l'échéance est dépassée, c'est dû, en fait. D'accord. Il y a besoin de faire de mise en demeure pour les réclamer. Souvent, ce n'est pas réclamé dès le départ, malgré la loi, parce qu'on le fait dans un geste commercial et parce qu'on essaye juste de le relancer pour qu'il nous paye. Mais quand on arrive au 3 ou 4e relance, ça serait quand même bien de le mettre en recommandé et carrément de le réclamer, en fait. Parce que souvent, c'est 40 € d'indemnité forfaitaire par facture. Par facture. Bon, ça fait. Oui, il y a Lionel qui a une question. Mon banquier m'a proposé de racheter mes factures. Je suis payée plus vite, mais il prend un pourcentage assez intéressant. Alors, ça s'appelle l'affacturage. C'est ce que j'allais dire. C'est l'affacturage, il y a des conditions, il y a un coût. Voilà. En effet, ça prend souvent leur fonctionnement, l'affacturage de facteurs, souvent c'est 80%. Et s'ils ne sont pas payés à échéance, ils vous réclament l'argent.
Ah, donc de toute façon. Voilà, ça dépend de certains facteurs qui ont un petit fonctionnement un peu légèrement différent, mais les 3 quarts du temps, c'est quand même ça. En effet, c'est un fonctionnement qui peut aider dans certaines activités, en France en tout cas, ils le privilégient, c'est souvent plus ce bâtiment, parce qu'en effet, ils ont des délais un peu particuliers. C'est surtout un paiement plus rapide en fait, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Et le facteur, de toute manière, normalement, est souvent couplé avec tout ce qui est société de scoring, c'est-à-dire en fait, toutes les sociétés, on est toutes notées en fait. Alors, on n'est pas noté que par la Banque de France, on est aussi noté par des sociétés privées, et souvent donc, qui sont couplées avec les banques et qui prennent en compte nos éléments financiers, si on a eu entre-temps des inscriptions privilèges. L'inscription privilège, c'est quand on ne paye pas les URSSAF ou les impôts. Voilà, du coup, il y a une petite. On est marqué. Voilà, s'il y a une conciliation au tribunal. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont pris en compte et qui donnent des scores. Et donc, du coup, ils le prennent en compte assez souvent. Enfin, ils sont toujours pris d'ailleurs en compte, en fait. Donc, parfois, il y a des entreprises à qui ils diront oui, et puis d'autres, ils ne prendront pas. Voilà, après, ça peut être intéressant. Je pense que c'est sur du court terme quand il y a vraiment une période un peu particulière, mais il ne faut pas que ça soit une habitude, c'est parce que ça a quand même un coût vraiment plus important. Et puis, vous gardez quand même la main aussi sur vos clients. Après, bien sûr, quand ils sont bien payés, ils vous donnent les 20% restants. C'est à peu près le fonctionnement général qui se passe. Après, je n'ai pas toutes les subtilités de toutes les banques. Et puis, il y a des facteurs et des affacturages privés qui sont pas forcément, qui sont des banques, mais un peu détachés. D'accord, donc c'est pas forcément la solution. C'est une solution. Il faut la regarder. Il faut regarder vraiment tout ce qui existe. Mais il faut tout analyser. Je pense que c'est important de rester ouvert à toutes les solutions. Je sais que Crédit Agricole avait proposé des solutions qui étaient vraiment avantageuses apparemment, ce que j'avais eu comme retour. Mais il faut vraiment tout regarder et tout peser, prendre le temps. Voilà, c'est dans la précipitation qu'il faut savoir prendre son temps parfois. Et je pense que quand on parle d'argent, c'est peut-être intéressant de perdre peut-être quelques jours voilà, pour poser les choses. Rémi, tu peux passer à la dernière slide, comme ça on va arriver à la conclusion. On va arriver à la conclusion, on va demander quelques mots. Quel est le conseil global que tu nous donnes? J'ai beaucoup entendu le mot pro, être pro, c'est-à-dire ne pas penser qu'on est un tout petit freelance, mais qu'on est une société à part entière, c'est ça ton conseil? Totalement, parce que c'est quelque chose que je remarque assez souvent, parce que j'ai des clients de toute taille et j'ai du freelance, et c'est souvent un petit peu l'impression que moi j'ai dans les façons de faire les choses, où c'est voilà, où il y a ce ressenti de se dire je suis tout seul, je suis dans mon coin, je suis juste en auto-entrepreneur et voilà quoi. J'ai comme si avec le syndrome de l'imposteur qui est, je pense, un peu couplé dedans. Et c'est quelque chose, non, vraiment, ok, on est freelance, on a choisi d'être à son compte, mais on reste professionnel, que ce soit dans son activité, parce que ce qu'on facture, c'est le fruit de son travail, de son expertise, de tout un ensemble. Donc, on est pro même au-delà de l'activité en lui-même en soi qu'on fait, qu'on délivre à une entreprise. On reste professionnel aussi dans les démarches qu'on écrit, on relance. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment important. Ce sont des âmes de chef d'entreprise. C'est ça, voilà, vous êtes un chef d'entreprise, c'est ça. Voilà. Pour conclure, on présente nos prochains webinaires, donc vous trouverez, qui sont prévus donc en novembre et en décembre. Vous trouverez au fur et à mesure les enregistrements sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner. On va vous envoyer le lien d'inscription sur ces prochains webinaires. On a prévu de parler de comment fixer et surtout comment négocier son TJM. Il y en a un très intéressant fait par Johanna le 25 novembre, comment trouver une mission, comment trouver également les suivantes. Ça, c'est le réseau, mais les plateformes, etc. On va vraiment parler de toutes les solutions qui existent. De décembre, comment quitter un CDI pour s'installer freelance? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Donc, vous allez voir les différentes options qui s'offrent à vous. 9 décembre, comment communiquer et construire votre offre de service? Alors, souvent, on reçoit de freelance un CV. Ce n'est pas que ça. Ça peut être un site web, ça peut être une véritable offre de service, ça peut être un dossier de compétences. On va voir tout ce qui existe. Le 16 décembre, on termine avec un échange en live. Alors, je n'ai pas encore mis les noms, mais nous avons prévu d'avoir 3 freelances, tous les 3 très seniors qui ont été freelance en France, mais également à l'étranger. Un freelance en aéronautique, un DevOps, un logiciel embarqué. Et moi, je serai là et on va échanger en live et je leur poserai des questions. Pourquoi ils ont choisi ce statut-là? Quels sont les conseils qu'ils donnent? Quelles sont les difficultés? Comment ils ont trouvé des missions? En fait, un petit peu tous les autres sujets des derniers webinaires. Et en janvier, on continue. À partir de mi-janvier, on va parler portage salarial et de nouveau des statuts. Voilà. Et dernière slide, c'est pour vous présenter Émilie. Vous pouvez scanner son QR code. À gauche, vous avez la prise de rendez-vous et à droite, vous avez la société Blue Risk Conseil. Voilà. Et moi, j'ai fait appel à Émilie. Je vous la recommande parce qu'elle a été très professionnelle et j'ai beaucoup appris, voilà, sur la gestion des impayés et des relances. Oui.
C'est vrai. J'avais fait des choses pas mal, mais tout n'était pas parfait. Alors, j'avoue que, en fait, aujourd'hui, tu es la seule quand même qui m'a bluffée, puisque tu as vraiment mis en place un process à l'origine, quand ton client découvre et qu'il doit remplir toute une fiche de découverte client. C'est la première fois. Moi, je l'ai vu dans notre vie professionnelle parce que on était dans une grosse société, mais c'est extrêmement rare de le voir dans une structure, même comme la tienne. Oui, nous demandons dans des sociétés plus grosses. Clients, au tout début de process, hein, vraiment au tout début, de créer leur compte client. Du coup, de nous donner eux-mêmes les informations de leur compta et les informations de comment les facturer, de leur process et quelques éléments. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient en démarche avec nous. Et c'est eux-mêmes qui nous ont donné les contacts d'ailleurs de relance pour la comptabilité, qui sont d'ailleurs pas forcément les gens à qui vous envoyez la facture, ceux qu'il faut relancer. Des fois, il y a une adresse mail spécifique pour envoyer la facture. Oui, moi je travaille dans des grands groupes, donc oui, c'est pour ça que. Mais voilà, mais j'en connais, il y a d'autres qui ont travaillé aussi dans des gros groupes et qui ont leur société, mais ils n'ont pas gardé cet aspect-là. Donc ça, vraiment, moi, qui m'a marqué pour ça, parce que j'ai apprécié, je me suis dit chouette. Puis c'est vrai que pour moi, derrière, ça m'a aussi beaucoup aidé du coup sur tout le dossier. C'est très carré. C'est appréciable aussi. Et si c'est difficile, vous pouvez faire appel à des intermédiaires. Souvent, on me demande à quoi servent les intermédiaires. Nous sommes un intermédiaire, typiquement. À quoi on sert? Encore une dernière histoire, je termine là-dessus. Je pense à un freelance qui m'a contacté et il me dit, ouais, j'ai envie de travailler avec telle société, c'est une start-up à l'autre bout de la France. Et il me dit, mais je préférais par contre que tu gères l'aspect contractuel, etc. Il me dit, mais c'est très facile, c'est très simple, tu vas voir. Déjà, on a dû faire 3 calls pour clarifier tout ce qui était très facile et très simple. Il y avait des déplacements, il y avait des frais, il y avait du remote, il y avait du truc sur site, il y avait de la variabilité dans son implication, etc. Bon, déjà, tout n'était pas clair. Ensuite, c'était une start-up, donc il y avait différentes phases de levée de fonds. Donc, il a fallu un peu clarifier quand est-ce qu'ils auraient levé de fonds, quand est-ce qu'ils allaient le payer, est-ce qu'ils pouvaient bien nous payer. J'ai d'ailleurs contacté Émilie pour avoir un risk assessment. Tu as pu me dire un petit peu quel était le risque que je prenais avec eux, s'ils étaient des bons payeurs. J'ai carrément aussi ouvert le dossier avec mon client sur la problématique du paiement, en disant que moi, au premier paiement, au premier souci, de toute façon, la prestation s'arrêterait. Et que j'attendais à ce qu'il soit irréprochable sur cet aspect-là, parce qu'on ne prendrait pas des risques très longtemps. Voilà. Et donc, du coup, le freelance, finalement, qui pensait que c'était très simple, il était bien content déjà de travailler avec nous, parce qu'effectivement, il est garanti d'être payé par toutes ces démarches qu'on fait. Alors, c'est un coût, évidemment, de travailler avec nous. Mais comme c'est lui qui a tout amené, le coût était au minimum du barème. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, on va vous souhaiter un bon week-end, un pont si vous le faites. Vous avez les coordonnées là. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, à la chaîne YouTube et à notre profil LinkedIn. Vous verrez tous les replays et puis partagez. Voilà, on est ravis. Si vous êtes dans les systèmes embarqués, la cybersécurité, vous pouvez nous contacter. On a donné des exemples autour du site web, etc. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end de pont. Merci à tous en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.